La promesse du bonheur. En ce jeudi 18 février 1858. L'attendrissement de Louise Soubirous, la mère, allait être de courte durée. Sa sœur Basile vint la voir. « Louise, je t'en prie, supplia la visiteuse, retiens ta fille à la maison. » Et à l'adresse de Bernadette, « Tu nous ferais devenir malade, ajoutait l'impressionnable jeune tante, par la peine que nous avons en entendant les gens parler de toi. » Soyez sûr, Basile, déclara le père, que notre fille n'ira plus à Massabielle. Donc, affaire réglée, une fois de plus. Lorsque Bernadette réapparut à l'école le matin du lundi 15 février, la sœur bienveillante la conduisit devant la supérieure de l'hospice, à qui elle raconta sa vision de la veille. Pour la seconde fois, elle eut la douloureuse surprise d'entendre ces bonnes religieuses en qui elle mettait toute sa confiance lui dire sur le même ton apitoyé. « Petite, il ne faut pas t'arrêter à cela, c'est une illusion. » Elle n'en alla pas moins aussitôt se mêler au jeu de ses compagnes. Le mardi 16, un peu après-midi, la domestique d'une dame, Millet, qui habitait elle aussi rue des Petits Fossés, et chez laquelle Louise Soubirous allait quelquefois travailler, vint lui demander d'envoyer Bernadette à sa patronne. Comment refuser cela à madame Millet? Celui-ci venait de confier à mademoiselle Antoinette Perret, fille de l'huissier de Lourdes, qu'elle employait à des travaux de couture. J'enverrai chercher Bernadette et je l'interrogerai pour voir si elle ment. Madame Millet, autrefois servante, aujourd'hui en possession d'une assez jolie fortune par suite de son mariage avec son dernier maître. Femme de piété, mais quelque peu terre-à-terre, soupçonneuse et glorieuse, s'était émue à sa manière des bruits qui couraient sur Massabielle. Cette petite pauvresse, vraiment, elle voulait en avoir le cœur net. Gentiment, Bernadette se présenta chez elle en se rendant à l'école. Mademoiselle Perret, qui s'était engagée pour 4 journées de couture, du lundi au jeudi, n'était pas encore arrivée. L'interrogatoire fini, l'écolière s'éloigna. Pour mademoiselle Perret, madame Millet reproduisit de son mieux le récit de Bernadette. Cependant, chez cette dame, le soupçon faisait son chemin. Cette jeune Soubirous, certes, n'avait pas les façons d'une menteuse, mais pourquoi ne pas vérifier si elle disait vrai ou non sur place à Massabielle même? Dans la soirée, une fois mademoiselle Perret rentrée chez ses parents, madame Millet longea en grand secret la rue des Petits Fossés. Bernadette était au logis ainsi que son père et sa mère. Ceux-ci firent part à madame Millet de leur ferme décision. Non, leur fille n'irait plus à cette grotte. Sans doute, expliqua la visiteuse, fallait-il être bien prudent et ne pas laisser Bernadette s'acheminer vers Massabielle en plein midi, au milieu d'un groupe bruyant de fillettes. Mais quel mal y aurait-il qu'elle y descendît avant le jour levé, sous la garde de la personne sérieuse, telle que madame Millet et qu'une demoiselle Perret? Il semblait difficile d'aller contre leur désir. Les Soubirous s'inclinèrent. Le surlendemain, jeudi 18 février, peu après 5h30, les 2 femmes frappaient à la porte des Soubirous. La mère était déjà sortie pour aller en journée comme laveuse chez mademoiselle Fanny Nicolo. Bernadette répondit de l'intérieur. Elle n'était pas encore levée. Elle s'habilla prestement et se présenta sur le seuil. Je l'entrevis alors pour la première fois, atteste Antoinette Perret. Un son de cloche annonçait la première messe. On allait droit vers l'église.
La messe entendue en silence, on s'enfonça dans la brume. Madame Millet, sous sa longue cape, cachait un cierge béni. Mademoiselle Perret portait dans sa poche une feuille de papier blanc, une plume et un encrier empruntés au bureau de son père. En cours de route, elle s'expliqua à ses compagnes qu'elle s'était pourvue de ces objets afin d'obtenir que l'apparition, à la prière de Bernadette, mît par écrit ce qu'elle désirait. J'avais pensé, devait-elle déclarer plus tard, que puisqu'une dame apparaissait avec une robe blanche et une ceinture bleue et un chapelet, c'était notre présidente des enfants de Marie, Élisa Latapi, morte depuis morte depuis peu de mois. Nous avions en effet un ruban bleu à la médaille et nous portions le chapelet au poignet le jour de la consécration et aux enterrements. Je pensais que si elle avait besoin de prière, elle écrirait sa demande. Plus tard, une autre compatriote de Bernadette, Julie Garros, lui redemandera si les habits de l'apparition ressemblaient à ceux des congrégationnistes de Lourdes. Elle répondra « Il n'y ressemble en rien pour la robe, la ceinture et le voile. » Mais mademoiselle Perret s'en était tenue aux détails vestimentaires fournis par madame Millet, laquelle avait bien pu confondre ruban avec ceinture. Donc, continue mademoiselle Perret, nous prîmes le chemin de Massabielle, à l'entrée qui allait vers la grotte. Bernadette passa la première, et courant sur cette pente, elle disparut comme un éclair. Pour nous, nous dûmes nous asseoir à demi, et nous arrivâmes que très péniblement. Ce matin, en ce vallon sauvage, quel silence! Voici Bernadette à genoux. Entre ses deux compagnes, madame Millet à sa droite et à sa gauche mademoiselle Perret. Celle-ci allume le cierge, le premier qui allait briller devant Massabielle, et elle le place à l'endroit de l'air contre un rocher. Toutes les trois ont tiré leur chapelet, les yeux tournés vers les entiers. Bernadette est entrée dans un recueillement profond. Soudain, elle s'écrie « Qui est-il ? Elle y est !» « Tais-toi !» ose commander madame Millet, encore incrédule, vexée aussi sans doute de ne rien apercevoir. « Récitons le chapelet » suggère mademoiselle Perret. Bernadette y consent. Rien ne semble changer en elle, elle contemple l'apparition et ne paraît pas, cette fois, quitter en esprit la terre. Extérieurement, dans ses traits, dans ses yeux, rien qui indique l'extase. Elle sera ce matin l'agent de liaison entre deux mondes, et elle demeurera libre dans ses mouvements pour communiquer de l'un à l'autre. Elle agira avec une aisance et une lucidité parfaite, au contraire d'une hallucinée au regard fixe et aux gestes d'automate. Le chapelet n'étant pas récité en commun, Antoinette Perret, aux lèvres rapides, en a la première achevé les 5 dizaines. Va demander à la dame ce qu'elle veut, intime-t-elle à l'enfant, dont les regards n'ont pas quitté l'excavation au-dessus du rosier sauvage. Tenant en main l'encrier, la plume et le papier que lui a remis mademoiselle Perret, Bernadette s'est levée, s'avance, frôle presque les branches retombantes de l'églantier, mais soudain elle dévie dans sa marche pour se diriger vers la grotte. Les deux femmes devinent qu'elle veut déposer l'encrier et la plume sur la pierre en forme de table qui en occupe à peu près le centre. Nous nous préparions à la suivre, raconte mademoiselle Perret, et nous avions déjà fait 2 ou 3 pas après elle, lorsque, sans se retourner, elle fit de la main droite signe de reculer, et nous nous retirâmes derrière le pli de rocher, au bas du sentier, où nous nous agenouillions. Le jour commença à poindre de cet endroit, on pouvait encore observer Bernadette. Les deux femmes la virent se dresser sur la pointe des pieds en présentant papier et porte-plume. Ainsi la dame s'était gracieusement rapprochée de l'enfant pour se trouver mieux à sa portée. Bernadette affirma ensuite qu'elle avait parlé à l'apparition. Atteste Antoinette Perret, mais nous n'entendîmes pas sa voix. C'est que dans cette extase incomplète comme celle de ce jeudi 18 février,
La voix de Bernadette ne résonnait pas à l'extérieur. Par instants, on voyait seulement remuer ses lèvres. Cependant, se sentant parler, elle s'imaginait être entendue de personnes présentes. « Je parlais très haut comme maintenant », a-t-elle expliqué bien des fois qu'il interrogeait sur ses entretiens avec la dame de Massabielle. Que venait-il de se passer? Écoutons Bernadette elle-même. Tandis que je m'avançais, la dame recula comme pour entrer dans ses appartements, de telle façon qu'en posant mes objets sur un roc, je la vis devant moi. Elle me fit signe que j'avais à rester et les autres à s'éloigner. « Madame, dis-je alors, voulez-vous avoir la bonté de mettre votre nom par écrit ?» Pour la première fois, j'entendis sa voix. À monsieur l'abbé Pen, vicaire à Lourdes, qui peu après lui demandera si elle entendait distinctement la voix de l'apparition, elle fera cette réponse émouvante. « Oh oui, très bien. Seulement il me semble que le son de ses paroles arrive ici. » Ce disant, elle posera la main sur sa poitrine. Les colloques de l'apparition et de Bernadette, a-t-on écrit, étaient donc surtout colloques de l'âme, colloques du cœur, avec impression, produite dans l'imagination du son véritable, du timbre réel des deux voix. Mais il est malaisé d'expliquer par des mots humains un semblable mystère. L'apparition parla donc, et dans le patois de Lourdes, sa réponse était négative. Aussitôt Bernadette alla la communiquer à ses deux compagnes. Ces femmes n'étaient-elles pas avides de la connaître? Elles se levèrent à son approche. « Cela s'est mis à rire, expliqua-t-elle et a dit, « Ce que j'ai à dire, il n'est pas nécessaire de le mettre par écrit. » « Va de nouveau, pria madame Millet, et demande-lui si nous pouvons revenir. » La veuve de monsieur Millet s'était-elle rappelé soudain qu'autrefois dans son quartier on avait quelque peu médit d'elle. C'est à croire, ce souvenir dut la troubler, si vraiment Bernadette voyait quelqu'un et entendait quelque chose de l'autre monde. Un poids se souleva de sa conscience lorsque l'enfant lui rapporta cette réponse. « Rien n'empêche que vous veniez. » Les deux femmes se rapprochèrent et à genoux reprirent leur ave. Debout, devant le bloc de rocher, Bernadette écoutait encore. Pour la seconde fois retentissait la voix très douce. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici 15 jours ? Après avoir demandé permission à mes parents, je viendrai, acquiesçait Bernadette. Alors, pour bien montrer à la petite pauvresse du cachot de Lourdes qu'elle aurait à se présenter en tout désintéressement, sans espoir d'aucune faveur humaine, d'aucune joie terrestre vaine et fugitive. Qu'était cela pour la pieuse enfant en comparaison d'un bonheur sans limite et sans fin? L'apparition ajouta « Je ne vous promets pas de vous faire heureuse en ce monde, mais en l'autre. » Quand elle eut dit cela, elle s'éleva vers la voûte et disparut. De l'air le plus simple du monde, Bernadette revint s'agenouiller entre ses compagnes. Toutes trois prièrent quelques instants. Avant de se relever, la jeune Bernadette se pencha à l'oreille de mademoiselle Perret pour lui dire « Cela vous a regardé en souriant. » Mais avouera la prudente enfant de Marie, je ne croyais pas alors à la réalité de ces visions. En remontant à Lourdes, comme nous l'avions fait en descendant à la grotte, nous disions à Bernadette « Prends garde, si tu mens, le bon Dieu te punira. » On ne sait si l'enfant protesta de sa sincérité. Probablement garda-t-elle le silence, toute pénétrée encore des paroles de l'apparition et du doux engagement qu'elle-même venait de prendre, confiante que la vérité éclaterait bien un jour. Aussi, dans une rue si inattendue que fut la rencontre, vit-elle sans perdre sa paix venir vers elle sa mère, Louise Soubirous, tout en s'attentionnant à sa lessive, avait conté à mademoiselle Nicolo comment ce matin-là, sa Bernadette devait retourner à Massabielle sous la garde de personnes absolument sûres.
Que dites-vous, Louise » s'est récriée l'institutrice. « Pourquoi laissez-vous cette petite aller ainsi à la grotte? Il va vous arriver des désagréments avec le commissaire ?» Comme mademoiselle Nicolo disait cela, et quoi, parce que Bernadette allait prier devant une grotte solitaire, loin du centre de Lourdes, le commissaire de police, devant qui, l'année précédente, pour une misère, le père avait comparu ce redoutable Monsieur Jacomet, pouvait lui causer de nouveaux ennuis. Qu'allait penser François Soubirous? Le sang de Louise ne fit qu'un tour. Jetant le battoir, elle courut au petit fossé. Bernadette en était loin, et depuis des heures, pour la retrouver, vite la mère s'élançait vers Messabielle. Madame Millet n'eut pas de peine à la calmer. Que venait faire ici le commissaire? Personne, ni à l'aller ni au retour, ne s'était occupé de Bernadette. Donc aucun désordre à craindre là-bas, si donc aucune intervention de la police. La petite n'avait pas eu tort de s'engager à y retourner. Pendant 15 jours encore, expliqua Bernadette. N'est-ce pas, mère, ce que vous voudriez? Bien. Elle redit la demande de l'apparition et ce qu'elle lui avait promis. Madame Millet insista. Louise laissa aller la petite. J'irai avec elle et vous viendrez vous aussi. Nous passerons inaperçus, car ce sera encore demain de bonne heure et votre fille ne manquera pas la classe. Louise Soubirous n'osa pas dire non. Madame Millet ajoutait que si la mère voulait bien lui confier sa fille toute cette journée, elle la ferait se reposer chez elle, loin des jeux bruyants de sa sœur et de ses petits frères. Bernadette prendrait ses repas à sa table avec mademoiselle Perret et le soir elle coucherait dans un bon lit. Louise, retournée, consentit à tout. Or, tandis que nos 4 lourdaises tenaient ces propos, des gens se rendaient au marché. Un peu plus tard, rentrée chez mademoiselle Nicolo, Louise Soubirous ne vit pas des paysans mêlés à des citadins descendre de la place du Mercadal vers le chemin du bois. En cette matinée d'échange, la nouvelle s'était répandue de proche en proche. Le temps était splendide, le soleil ayant dissipé aussitôt la brume. Beaucoup voulurent voir la grotte inconnue où se passaient, disaient des choses si étranges. Quelqu'un y apparaissait et y venait. Du ciel ou du purgatoire? Avant midi, le bruit courut que l'apparition se reproduirait encore à dater du lendemain. Toute la quinzaine. La curiosité en fut accrue considérablement. L'animation des causeurs, le mouvement insolite qui se dessinait sous la direction de Massabielle n'avait pas échappé aux gendarmes placés en surveillance, comme tous les jeudis de marché, sur la place du Mercadal ou dans la rue avoisinante. Ils interrogèrent à l'occasion quelques passants d'air plus expansif. De retour à leur caserne, ils firent un premier rapport. Tout de suite, le cas parut sérieux au maréchal des logis d'Anglas, qui sans tarder en avisa le lieutenant d'Argelès, M. Bourriot. À son tour, aussitôt que prévenu le samedi 20 février, le lieutenant dépêchait un pli à M. Renaud, chef d'escadron de la gendarmerie à Tarbes. Alors tous ensemble, pouvons réentendre la demande de la Vierge à Bernadette. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici 15 jours ?